tranchèrent sur la figure de la jeune écrivaine, l'érigèrent en mythe, en firent en fait le symbole d'une génération lucide, profondément désenchantée, mais ce parfois au détriment de la compréhension de l'œuvre elle-même. On est aussi loin du cas de Catherine Millet, où l'auteur assume complètement son récit, et où le nom de l'auteur, enfin une partie de l'identité de l'auteur est redoublée dans le titre, La vie sexuelle de Catherine M. Alors, à sa parution, Emmanuel est reconnu d'emblée comme l'un des plus grands récits érotiques du siècle, un classique du genre. Les critiques se révèlent pour la plupart enthousiastes. En fait, Emmanuel apporte un vent de fraîcheur dans un paysage marqué jusqu'ici surtout par l'érotisme noir, par les passions mortifères, par l'importance du sadisme, du contrat masochiste. Emmanuel Arsan donc apporte un vent de fraîcheur, un peu de joyeuseté dans ce paysage érotique. Et André-Pierre de Mandbjerg, qui est l'auteur notamment de L'Anglais décrit dans le château fermé, autre récit érotique de l'époque, parle en ces termes du récit d'Arsan, dans la nouvelle Revue française. Sa conception de l'érotisme est optimiste, radieuse, rayonnante, à l'image d'un édifice affirmant la gloire de l'homme dégagé de la glèbe et des servitudes anciennes. Alors, au contraire, par exemple, de Georges Bataille, Emmanuel est initié par Mario dans le premier volume, La leçon d'homme. Et au contraire de Bataille, cet initiateur Mario ne fait pas de l'érotisme le problème des problèmes, mais la voie d'accès au bonheur humain. C'est selon lui à partir d'une vie érotique intense, éclairée par la raison, l'intelligence, qu'il est possible d'appréhender la totalité de la vie humaine. Emmanuel remplit toutes les conditions. Elle est belle, sensuelle, libre. Elle est appelée donc à mettre les lois érotiques énoncées par Mario en pratique. Alors, ces lois érotiques, en fait, c'est l'asymétrie, le nombre, l'insolite. Alors, l'insolite, en fait, c'est tout ce qui rompt avec l'habitude, car selon Mario, tout plaisir cesse d'avoir une qualité artistique si c'est un plaisir qui devient coutumier, usuel. Donc l'importance de réinventer les situations. La symétrie et le nombre, en fait, Mario promeut la multiplicité. Il dit beaucoup de mal du couple qui se limite au duo amoureux, et il vante donc la multiplicité, l'ouverture vers autrui. Et ces trois lois, la solide, la symétrie et le nombre, doivent être mises au service de la grande loi des roses, résumée ainsi dans le premier volume d'Emmanuel, Utopie. Tout temps passé à autre chose qu'à l'art de jouir, entre des bras toujours plus nombreux, est un temps perdu. Alors Emmanuel Arsan inaugure une dynamique érotique optimiste, décomplexée. Mario dénonce les passions mortifères comme la volonté de puissance, de servitude, la volonté de faire souffrir et de faire mourir, la fascination, le désir et l'amour de la souffrance et de la mort et de l'appétit d'éternité. Et à cela, il oppose ces passions de lucidité qui mobilisent toutes les ressources de l'intelligence humaine, de la volonté au courage, de l'imagination à la raison. On pourrait penser qu'en raison de cette promotion des passions lucidité contre les passions mortifères, qu'Emmanuel Arsan est condamné fermement Histoire d'eau. Au contraire, le livre de Réage est conçu comme un événement littéraire fondateur par rapport auquel Emmanuel Arsan a pu prendre position et exprimer aussi sa propre conception en matière d'érotisme. À l'écrit, suite à la lecture d'Histoire d'eau, nous ne sommes pas, par dévotion à une imagerie, devenus maniaques du fouet, ni plus ni moins qu'auparavant, nous n'avons laissé nos amants nous charger de chaînes et nous livrer à des inconnus par recherche amoureuse. Selon Emmanuel Arsan, Histoire d'eau a suscité une influence dynamique, évolutive, une progression intellectuelle et morale, et aussi étrange que cela puisse paraître, elle se déclare s'en être inspirée pour oser écrire Emmanuel. Elle écrit en effet « Sans l'histoire d'eau, peut-être Emmanuel n'aurait-elle jamais vu le jour, car Pauline Réage a achevé de me convaincre que ce n'est pas être nu que de se cacher pour être nu, en donnant l'exemple d'une indépendance d'esprit qui n'était pas une pose. » Alors, publié en 1959, Emmanuel apparaît en avance sur l'époque. Voie d'accès au bonheur humain, l'érotisme est conçu comme un instrument au service d'une double libération mentale, physique. Il est conçu comme un art de vivre et d'aimer, résolument progressiste et humaniste. Et en cela, le roman semble anticiper sur les théories de William Reich et d'Herbert Marcuse, car ces théories furent surtout diffusées en France dans les années 60, même si les écrits d'origine sont antérieurs. Donc William Reich et Herbert Marcuse, qui étaient tous deux théoriciens de la libération sexuelle.
Le bonheur érotique promu par Arsan n'est pas réductible à un phénomène physique, ni applicable à la société entière. Arsan est très critique. Pour elle, l'érotisme est l'apanage d'une élite culturelle, une élite cultivée, et non pas réservée à la foule anonyme qu'elle définit comme une multitude lâche, conformiste et censurante. L'érotisme est le cheval de bataille d'Emmanuelle Arsan. Elle écrivait aussi des essais, des articles parus dans des périodiques italiens et français. Elle s'est engagée dans de nombreux débats de l'époque, à la préposition sur la pilule, le modèle matrimonial, le divorce, le naturisme. Cependant, elle ne faisait pas partie de mouvements féministes. Selon elle, il s'agissait non pas d'agir sur les lois pour faire évoluer les choses, il s'agissait surtout d'aider, par le biais de la fiction, par le biais des essais, les individus à gagner en lucidité, à ouvrir les yeux, à ne plus avoir peur, à ne plus avoir honte d'aimer. Dans les années 50, l'idéal de la femme libre, et dans les années 60, se concrétise soit sous les traits d'une femme tiraillée par des aspirations contradictoires, ou bien, comme chez Sagan, sous les traits d'une jeune fille lucide, mais désabusée, désenchantée. Emmanuelle, le personnage d'Emmanuelle, est au contraire une héroïne libre, heureuse dans ses pratiques, dans son appréhension du plaisir et dans sa vision du monde. Mais ça reste bien sûr un univers utopique, difficile d'accès, hein, comme vous avez pu le voir. Alors nous allons passer à une autre référence, cette fois-ci beaucoup plus moins connue en fait, Suzanne Hillard, qui est la maman de Françoise Mallet-Joris, que l'on connaît davantage. Suzanne Hillard, écrivaine belge, qui publia en 1960, également de façon anonyme, la confession anonyme. Alors, Suzanne Hillard, quant à elle, condamne fermement Histoire d'eau et d'autres références de l'érotisme littéraire, comme Sade, Georges Bataille. Elle condamne en fait fortement l'érotisme masculin. Selon elle, l'érotisme masculin s'appuie, je cite, sur l'ordure pour atteindre une prétendue mystique, mais ce au prix de la souillure de la femme. Donc Sade, Bataille, Pauline Réage sont rejetés du côté de l'abjection car ils portent atteinte à la dignité de l'éros féminin. Selon Lina, l'érotique féminine est à créer, à inventer. Elle doit être envisagée comme une érotique amoureuse en quête d'un savoir et qui ne se limite pas à la simple satisfaction sexuelle. L'érotique féminine doit poursuivre un savoir qui dépasse le simple contact des épidermes. Selon Lina, c'est l'amour qui donne son sens au sexe. D'où l'importance de ne pas les dissocier, car ce serait priver Eros de ses implications essentielles. C'est une époque, il faut savoir que c'est une époque où l'amour fou est démystifié, où l'érotisme des corps est promu, et c'est à cette époque où Suzanne Hillard réhabilite la valeur sacrée de l'union sexuelle du couple et du couple. Selon elle, il s'agit d'atteindre l'essence même de l'amour fou à travers un dévoilement progressif. Je la cite, « Aimer passionnément, c'est être passionnément déterminé à serrer de plus en plus étroitement l'objet de son désir, c'est être résolu à savoir à quoi s'en tenir en fin de compte sur ce qu'on l'on traque. » Alors, aussi chez Suzanne Hillard, nous retrouvons ce que nous avons chez Pauline Réage, dans l'image, dans de nombreuses œuvres de l'époque, c'est le masochisme. De nombreuses adhérences traditionnelles demeurent dans l'œuvre de Hillard. Et le masochisme féminin semble décidément incontournable dans cette période d'avènement de l'érotisme littéraire féminin. Alors, qu'est-ce que raconte la confession anonyme ? Elle relate l'histoire singulière d'un homme et d'une femme qui se nourrissent de leurs désirs réciproques, de leurs retrouvailles, de leur séparation et de l'échec amoureux pour mettre à l'épreuve leur chair. L'amour, en fait, se trouve exalté par la continence. Dans le même temps, l'ancestrale prosternation de la femme devant l'homme trouve là un prolongement inédit. On a dans la confession anonyme des postures de soumission. L'héroïne aime à recevoir des gifles. Le couple vit son histoire sur le mode de l'obstacle. Il y a une complaisance de l'héroïne à la servitude amoureuse et qui n'est pas sans rappeler Histoire d'eau. L'écrivaine montre que la femme peut être possédée, supplantée, et pour y atteindre plus sûrement, va jusqu'à la dénégation de sa propre personne. L'écrivaine fait de son héroïne, Benvenuta. Alors il y a eu un film, l'héroïne a été interprétée par Fanny Ardant dans les années 80.
Donc l'écrivaine fait de son héroïne Benvenuta l'humble et souriante servante de l'amour qui s'engage, non sans intrépidité, dans le masochisme. Cependant, ici, le masochisme féminin exclut la voie de la souillure, je cite Suzanne Hilar, au contraire d'Histoire d'eau. De plus, Benvenuta est une héroïne lucide. Elle vit son expérience amoureuse, mais surtout essaie d'en extraire un enseignement et se plaît à la revivre par l'imaginaire et à la prolonger une fois qu'elle se retrouve seule. L'amant de Benvenuta n'est pas un maître cruel, comme Sœur Stéphane qui dispense des tortures afin d'éprouver son pouvoir phallique. Il est présenté plutôt comme un guide spirituel qui oriente discrètement l'héroïne. Cependant, chez Réage comme chez Suzanne Hilar, l'homme façonne la femme, il exerce une sorte d'effet Pygmalion, joue le rôle du Pygmalion encore à l'égard de la femme. Alors, les scènes érotiques sont rares, peu détaillées, mais néanmoins la rencontre amoureuse débouche d'emblée sur l'acte sexuel. C'est le personnage féminin qui prend l'initiative, c'est le personnage féminin voilà, qui prend l'initiative. Comme dans les récits érotiques, les étapes de la rencontre amoureuse sont réduites au strict minimum. L'entrave est éliminée dès le début de la confession anonyme, et c'est dans le but de se débarrasser d'une virginité encombrante. La fin de la virginité est pour l'héroïne une condition préalable à cette ascèse qui poursuit en fait l'essence sacrée de l'amour à travers des épreuves. Donc il y a des épreuves, mais elles ne sont pas extériorisées comme dans Histoire d'eau avec des coups, des viols, un marquage au fer rouge, elles sont intériorisées. Selon Hilar, le passage de l'existence amoureuse vouée à un seul être, à un être particulier, à l'essence amoureuse, on est là dans une forme de rêverie néoplaticienne, ne suppose pas d'évacuer le sexe, ni ne suppose pas l'évacuation de la chair, ni sa torture, mais doit être fondée sur un rouage essentiel, la motricité du désir. Elle écrit: c'est la motricité du désir qui littéralement nous donne des ailes et fait que nous nous élevions, échelon par échelon, gravissant le chemin qui va de l'amour d'un seul à l'amour de l'amour et plus haut encore, d'où une dimension mystique. L'auteur cherche, à travers son récit, mais aussi à travers des essais ultérieurs, à réenchanter l'amour et à resacraliser le couple. Donc c'est une entreprise assez ardue et audacieuse au sein d'un contexte qui ne favorise guère ce réenchantement, cette resacralisation. Nous sommes en effet au début des années 60. Suzanne Hilar souhaite donner toutes ses chances à une conception féminine de l'amour, à savoir l'éros confronté avec l'épreuve de la durée. Alors, nous allons passer à la période contemporaine avec Alina Reyes, qui là aussi souhaite réconcilier les registres, code sentimental, code érotique, et notamment réenchanter la sexualité. On retrouve donc le primat du désir également chez Alina Reyes. Alors, l'œuvre érotique d'Alina Reyes est ambivalente, elle est à la fois dégagée des contraintes de l'art d'aimer, mais en même temps chargée d'adhérence. Vous connaissez sans doute Le Boucher, cette première œuvre des années 80 qui l'a rendu célèbre. Dans Le Boucher, l'homme n'est pas beau, il n'est pas aimé. Et elle écrit, Alina Reyes, que j'ai pu interviewer, dit « Elle n'aime pas le boucher et elle voue un amour assez romantique pour un jeune homme qui ne la satisfait pas. Tandis que le boucher, qui n'est certes pas un bel homme, mais qui sait exciter son désir, elle aime d'amour à ce moment-là, l'amour qu'elle va pouvoir faire avec lui. » Et Eros, c'est le lieu du désir. On retrouve ce primat du désir. Dans Le Boucher, l'effet Pygmalion de l'homme demeure. C'est l'amant qui sert de guide érotique, qui éveille le désir féminin par des mots crus qui lui chuchotent à l'oreille. C'est l'homme qui fixe les étapes, en fait, qui contrôle les étapes de l'itinéraire sexuel. C'est l'homme qui excite, enseigne et surveille aussi le désir féminin, dont, selon Alina Reyes, la part d'inassouvissable dépasse l'érotisme des corps. Alors je citerai un autre récit d'Alina Reyes, Cette nuit. C'est un récit intéressant car l'auteur le fonde sur une sorte de chemin érotique où le duo amoureux s'ouvre vers un tiers personnage. Le désir fou, c'est un récit qui démontre que finalement les ressources de l'art d'aimer sont mises au service de l'érotisme, au contraire d'Histoire d'eau où l'érotisme est mis au service de l'amour fou. Là on serait plutôt dans une logique inverse. Le désir fou de la narratrice dans Cette nuit, la description érotique du corps de l'amant, des sensations éprouvées, le recours à des termes assez de l'organique direct, disons, organique, l'absence de conversation amoureuse, quelque part, ancre ce récit dans le registre érotique.
Mais dans le même temps, nous retrouvons le thème du rendez-vous. L'amant fixe des contraintes qui diffèrent en fait la réalisation du désir, et donc quelque part on retrouve le chemin amoureux mis au service du chemin du dénouement érotique. Alors, le récit ne se termine pas sur la séparation des deux amants, ni sur une union plus étroite, mais sur une ouverture vers autrui, vers un jeune homme qui assistait discrètement aux ébats amoureux. Donc ce sont ici les ressources de l'ars amatoria, de l'art d'aimer, du registre amoureux, qui viennent en aide au désir érotique, qui est à la fois conçu comme manque à se réaliser, et comme dépense. C'est la frustration temporaire, les épreuves fixées par l'amant, qui diffèrent en fait la réalisation du désir, qui permet d'intensifier au final l'acte érotique. Alors, j'aimerais citer Alina Reyes. Là, vous avez déjà une première partie de la citation. Pour être vécu dans sa dimension pleinement humaine, le désir humain a besoin d'imaginaire, d'être mis en mots. Soit on le met en mots, soit on le met en mots, puis on le joue. Je n'associe pas l'érotisme à la raison, mais plutôt à son contraire, à la passion, et aussi à la poésie. Pour moi, l'érotisme est une inscription poétique dans la vie, et cela ouvre à la spiritualité. Et là, vous avez la suite de la citation. Alors, je pourrais évidemment étudier d'autres références, comme Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M. Alors, on peut... Donc, le livre de Catherine Millet est en fait considéré comme le livre le plus explicite jamais écrit par une femme à propos du sexe. Catherine Millet a pris soin d'éviter les considérations sentimentales, de se livrer à une description très clinique de l'union sexuelle. Mais cependant, le mari reste dans ce récit une figure centrale, le pilier de la vie de Catherine M. Et cette relation est vécue comme une relation d'amour, comme vous pouvez le lire dans la citation. Et surtout, Catherine Millet a publié un autre récit, Jour de souffrance, où là on retrouve l'une des figures importantes du discours amoureux, qui est la jalousie, où elle démonte les mécanismes de la jalousie à l'égard de son mari qui vit d'autres aventures. Et là, quelque part, c'est comme si elle compensait un récit très audacieux au plan sexuel par un récit qui retournait à une forme de discours, à l'une des figures traditionnelles du discours amoureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans beaucoup d'œuvres, l'amour a le dernier mot, comme par exemple chez Françoise Rey, dans La femme de papier, où un couple vit de multiples expériences, prennent soin de ne pas s'aimer, de ne pas exprimer leurs sentiments, mais à la fin, l'amour finalement apparaît comme le dernier tabou qui est transgressé à la fin du récit. Donc, ce qu'on peut, à partir de ces quelques exemples, dans la seconde moitié du XXe siècle, on voit qu'après une phase où l'amour-passion a été démystifié, désacralisé, où l'érotisme a été promu comme mythe moderne, l'érotisme tend à être réconcilié, le code sentimental et le code érotique de l'amour tendent à être conciliés et voire réconciliés. Et à mon sens, nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle entente, beaucoup plus riche et intéressante que la norme pornographique, fondée sur un rythme brutalement ternaire, désir, action sexuelle, plaisir orgasmique. Alors, j'aimerais laisser les derniers mots à Alina Reyes. Elle écrit « Il est très important de continuer à valoriser le désir, ce qui est absolument le contraire de ce qu'on fait dans le monde contemporain, où on valorise la consommation immédiate. Il faut jouir à tout prix sans avoir exalté au préalable le désir. Cela aboutit à une désillusion rapide. On ne laisse plus le temps à l'imaginaire de se développer, à la parole de se libérer. » Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu l'une des références citées ici? Pauline Réage, Emmanuel Arsan, Suzanne Hillard, Anaïs Nin. Il n'y a pas tant de responsabilité chez ça non plus. Oui, mais moi à le lire, par contre, et éventuellement à y trouver un certain plaisir. Donc, l'érotisme teinté de sadisme, etc. Et tout d'un coup se découvrir un certain plaisir à lire ce genre de littérature m'avait mise très très mal à l'aise. J'avais une petite trentaine d'années et je n'étais pas tout à fait prête à ce genre de littérature. Bon.
aujourd'hui, je pense que je serais à distance. Mais Anaïs Nin, voilà, ça c'était une lecture tout à fait joyeuse. C'est l'une des références que je connais. Ah oui, moi aussi. La dernière, par contre, Parce qu'en plus, elle est bien. En plus, elle est bien. C'est vrai que là, on parcourt ça dans le presse. J'ai voulu évoquer plusieurs figures, donc c'est vrai qu'on ne peut pas revenir chacune de ces figures, mais ça donne un aperçu. Bon, il y a sans doute des questions qui ne demandent qu'à naître. Notre sexualité, il y a une culpabilité quand même dans ce qu'on vit. On a vu au XIXe siècle, etc. On vit dans la culpabilité, même aujourd'hui, je pense, beaucoup. Se dégager de tout ça, ça va être difficile. C'est très difficile. On n'entend pas. Ce que tu viens de dire sur la culpabilité, dont on est quand même imprégné malgré tout, quelle est la part, à travers vos lectures, donc quelle est la part de schizophrénie, de souffrance, de profonde souffrance ressentie par ces femmes? Est-ce qu'il y a réellement une érotique joyeuse? Est-ce que, par exemple, Anaïs Nin, qui est incapable de s'attacher réellement à un seul être, est-ce qu'elle-même souffre de l'inconstance d'Henri Miller ou est-ce qu'elle vit ça je pense d'ailleurs à Catherine Millet qui finalement souffre de voir son mari se comporter comme elle s'est bien comportée. Mais moi, ce qui me touche, c'est cette souffrance et de voir cette schizophrénie qui peut surgir dans toutes ces relations si complexes et Anaïs Nin sortait divisée. Oui, dans la lecture psychanalytique, il y avait quand même la théorie donc avec Charcot pour l'hystérie chez les femmes, etc. Et donc ça a été très, très étudié, notamment chez les femmes bourgeoises, parce que bon, les autres n'avaient pas d'argent pour se faire rembourser les séances de psy. Donc ça me paraît une part intéressante de voir comment on a confiné les femmes vis-à-vis de leur désir et de la connaissance de leur corps. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on a interdit aux femmes de jouir jusqu'en 1910 en Angleterre, puisqu'on faisait des opérations, on leur coupait le clitoris. En Angleterre, en 1910. Donc on parle de l'infibulation dans les pays africains, etc. En 1910, de l'autre côté, les roast-beef coupaient le clitoris à leurs femmes. Et bien entendu, les gynécos étaient des hommes, parce qu'ils n'avaient jamais eu de clitoris. Ils étaient considérés comme... Ça fait partie des choses cachées de la civilisation. Mais de toute façon, ce qui ressort, ce qui est évident, peut-être ce qui peut être le trait d'union entre ce qu'on a dit tous les deux, c'est que le désir, la sexualité féminine sont dérangeants, de toute manière. La femme n'est pas là pour avoir un désir et encore moins pour avoir la satisfaction de ce désir. Elle est là pour faire des enfants. Et il faut quand même attendre le XXe siècle pour que des auteurs femmes osent se lancer dans le registre de l'érotique. Parce que un roman érotique, libertin, heureux et gai s'il en est, c'est celui du XVIIIe.
On a multiples récits, Fanny Hill et tout ça, qui sont vraiment dans la ligne d'ailleurs des philosophes et de la raison et tout ça. Vous voyez des jeunes femmes entrer au bordel, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est comme ça que ça s'appelle, et s'empresser de perdre leur virginité avec le sourire aux lèvres et l'envie d'y aller et l'envie de le faire. Arrive mais je rappelle quand même que ces bouquins-là sont écrits par des hommes. Oui. Voilà. Arrive ce 19e siècle qui met quand même la société en règle et qui nettoie tout ça et puis qui chasse justement tous ces acquis de la région. C'est pas un hasard si de la raison, c'est pas un hasard si la religion revient en force, si l'image de cette jeune fille justement se crée, qui doit arriver vierge au mariage. C'est pas du tout un hasard, c'est vraiment un choix politique. Et il faut attendre quasiment les années 60 pour que les femmes se réapproprient la parole et l'écriture du désir et du plaisir. Et ça n'est pas si simple. Quand on voit encore comment on peut réagir face à Catherine Millet, par exemple, c'est pas si simple d'être une femme qui écrit du pornographique, de l'érotique. Est-ce qu'on est sérieuse quand on se présente comme ça? J'ai écrit un bouquin érotique. Est-ce que ça fait sérieux? Non, enfin, c'est vrai que Benoît Groux, qui raconte sa vie, donc ses aventures, c'est quand même, je veux dire, actuellement on le lit, on n'est pas choqué. Et elle raconte mais tous ces mariages, c'est rapports sexuels. Oui, mais le rapport de sa vie, ce n'est pas une fiction. C'est pas une œuvre érotique. Voilà. On n'est pas dans la fiction et on n'est pas dans le côté. Ça peut paraître assez dérangeant pour certaines personnes. Et par contre, elle a le mérite de dire, à mon époque, c'était tabou, mais l'évolution fait que quand on est maintenant librement, tout le monde en est là. Quelque part. Mais elle dit, par exemple, ma petite fille n'a jamais lu mes livres. C'est curieux, quand même. Micro. C'est vrai que si on lit un bouquin que j'ai lu, Sous les Bredons, qui date de 1870-1914, c'est très amusant parce qu'en effet, on voit vraiment, c'était très caché, les hommes en chemise, les femmes également, enfin très vêtues, vous voyez, même pour leur nuit de noces, c'est curieux. C'est amusant, maintenant, mais à l'époque. Même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez comment est traitée la femme, entre guillemets, dans les familles du Moyen-Âge, sachant qu'on ne sait pas qui les a écrits? C'est stupéfiant quand on lit les familles du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme? Moi, je me souviens, oui, la femme adultère, c'est traité avec beaucoup d'humour et de... Pas forcément adultère. Vous avez peur du désir de la femme à cette époque-là? On en parle, Je pensais que Christine de Pisan s'était élevée contre le roman de la Rose de Jean Demain et de Guillaume de Loris. Que justement, elle trouvait que c'était trop façon d'aborder les choses de façon trop brutale. Et elle était déjà brutale. Enfin, je me souviens, moi, c'est pas mon domaine, le Moyen-Âge, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais je me souviens de la réaction de Christine de Pisan contre le roman de la Rose. Elle condamnait fermement l'appréhension masculine la vision masculine des femmes au moment de la Rose. Simplement, alors là pour le coup, comme toi, une réaction de lectrice et non pas là-dessus un regard de spécialiste, surtout pas. Mais le fabliau, on est encore dans cette sexualité débridée, qui fait rire, qui est grossière, mais qui est à la fois humoristique. Les fabliaux du Moyen-Âge, le souvenir que j'en ai, c'est mes cours de quatrième, où je lisais gentiment
qu'on coupait les oreilles du moine qui avait osé aller séduire la femme du meunier ou du... voilà. Et il a fallu que j'attende d'être en faculté pour découvrir que les oreilles n'étaient point les oreilles. Et oui, et oui. Je veux dire, on osait parler de la sexualité dans les familles du Moyen-Âge, on osait. Oui. Alors la répression, elle ne posait pas. Par la chape de plomb de la religion, hein, tout simplement. Ça existait déjà, excusez-moi, la religion. Bien entendu qu'elle existait, mais elle était quand même beaucoup moins normative. Certes. Pardon. Par réaction au 18e, hein, tout simplement, on est vraiment là dans un ressac, dans Une réaction. aussi Face à l'excès révolutionnaire aussi. Oui. Une réaction aussi au débordement révolutionnaire. Bien sûr. Une façon de remettre de l'ordre après une période troublée. Bien. Mais Fabio, ça coïncide, c'est la même période où était comment, l'amour courtois. C'est la même période que l'amour courtois. Où là. Bien. Ouais. Bien. Voilà. Ça va. Bravo.